Bienvenue sur Tout médecin. Aujourd'hui, on fait le point sur les toutes dernières recommandations de mai 2024 pour le diagnostic et le traitement de l'adénocarcinome du pancréas. On va commencer par les chiffres, et ils sont assez parlants. L'incidence de ce cancer est en augmentation constante en France. Pour vous donner une idée, on a estimé à près de 16 000 le nombre de nouveaux cas rien que sur l'année 2023. L'urgence est donc bien réelle. Et le pronostic, il reste un défi majeur. On stagne à 11% de survie nette à 5 ans, tous stades confondus. C'est un chiffre qui nous rappelle à quel point chaque avancée, chaque optimisation de nos stratégies est absolument cruciale. Alors, face à ce constat, la question c'est comment on fait mieux? Tout commence, évidemment, par un bilan diagnostique et une stratification du patient qui doivent être impeccables. Le parcours d'imagerie est maintenant très bien codifié. À partir d'une suspicion clinique, on lance un TDM thoraco-abdominopelvien triphasique avec un protocole pancréatique. C'est la base. La nouveauté, ou plutôt la recommandation forte, c'est d'ajouter une IRM hépatique de diffusion si la maladie paraît localisée. Pourquoi? Parce qu'elle est bien plus sensible pour débusquer de petites métastases hépatiques qu'on ne verrait pas au scanner. Et puis bien sûr, l'écho-endoscopie reste le gold standard pour obtenir la preuve histologique indispensable avant toute décision thérapeutique. Parlons du CA19-9. Son rôle est enfin clarifié. Ce n'est pas un marqueur de diagnostic, on le sait, notamment à cause des faux négatifs chez les sujets Lewis A-B-. Non, sa vraie valeur, elle est pronostique. Un taux qui dépasse 500 UML en l'absence de cholestase, c'est un très fort indicateur de maladie métastatique. Et surtout, c'est sa cinétique sous traitement qui nous intéresse. Une baisse est un excellent marqueur de l'efficacité thérapeutique. Et ça, c'est vraiment le changement majeur de ces nouvelles recommandations, l'intégration de la stratification ABC. On ne regarde plus seulement le critère A, l'anatomie, c'est-à-dire la résécabilité sur l'imagerie. On ajoute deux autres dimensions, le B pour biologique, avec ce fameux CA 19,9 supérieur à 500, et le C pour clinique, qui prend en compte l'état général du patient. L'idée est simple, une tumeur peut être techniquement résécable, mais si on a un critère B ou C, cela traduit une biologie plus agressive et ça nous pousse très fortement à discuter d'un traitement néoadjuvant. Et donc, logiquement, cette nouvelle stratification ABC, elle vient bousculer la prise en charge des tumeurs qu'on jugeait jusqu'ici résécables ou borderline en systématisant la discussion du néoadjuvant. Le débat entre chirurgie d'emblée et traitement néoadjuvant est donc plus pertinent que jamais. La chirurgie d'emblée reste une option pour les bons candidats, ceux qui n'ont que le critère A, mais le traitement néoadjuvant a des arguments de poids. Il permet de traiter d'emblée la maladie micrométastatique, de tester la chimiosensibilité in vivo, d'augmenter les chances d'une résection R0 et finalement de sélectionner les patients qui tireront un réel bénéfice de la chirurgie. Un mot sur la technique chirurgicale. Pour les tumeurs de la tête, la duodéno-pancréatectomie céphalique par laparotomie reste le standard de référence. La nouveauté, c'est pour les tumeurs du corps et de la queue. La splénopancréatectomie gauche par laparoscopie est maintenant validée, notamment grâce aux résultats de l'étude Diploma. Dans tous les cas, l'objectif ne change pas. Une résection R0 avec des marges de plus d'1 millimètre et un curage d'au moins 15 ganglions. Et en post-opératoire, si le patient a bien été opéré à visée curative et qu'il est en bon état général, le standard adjuvant, depuis l'essai Prodige 24, c'est le MF-FOLFIRINOX pour une durée de 6 mois. On a parlé du localisé, passons maintenant aux maladies avancées, qui sont malheureusement le cas de figure le plus fréquent au moment du diagnostic. Ici aussi, les standards évoluent. Pour les formes localement avancées non résécables d'emblée, l'essai NEOPAN, aussi connu comme Prodige 29, a clairement montré la supériorité du FOLFIRINOX sur la gemcitabine en traitement d'induction. C'est donc le nouveau standard dans cette indication. En situation métastatique, la stratégie est désormais bien balisée, avec un algorithme de décision assez clair. Et le point d'entrée de cet algorithme, c'est toujours l'état général du patient. Ce fameux performance status, le COG-PS, c'est vraiment la pierre angulaire qui va orienter toute la première ligne de traitement. Concrètement, ça donne quoi? Pour un patient en excellent état général, PS0 ou 1, on propose une polychimiothérapie, soit le MEFOLFIRINOX, soit le NALERIFOX. Pour un patient plus fragile, PS2, ou en cas d'hyperbilirubinémie, on est plus prudent. On commence avec de la gemcitabine seule. On peut éventuellement discuter un passage au FOLFOX ou à la gemcitabine NAB-paclitaxel si l'état s'améliore. Et bien sûr, pour les patients avec un PS2 3 ou 4, la prise en charge repose exclusivement sur les soins de support. Mais la prise en charge en 2024, ça ne se résume plus à la chimiothérapie. On est entré de plein pied dans l'ère de la biologie moléculaire. Alors, qu'est-ce qu'on doit chercher systématiquement?
Le profilage moléculaire est devenu un réflexe. On cherche en priorité une instabilité des microsatellites, le fameux statut MSI, qui ouvre la porte à l'immunothérapie. On recherche aussi une mutation germinale ou somatique de BRCA1 ou 2, qui rend les patients éligibles à un traitement de maintenance par inhibiteur de PARP, comme l'olaparib. Et puis, il faut aussi traquer des altérations plus rares, mais actionnables, comme la mutation KRAS G12C ou les fusions NTRK et NRG1. Évidemment, tous ces traitements, qu'ils soient conventionnels ou ciblés, n'ont de sens que si le patient est en état de les recevoir, ce qui nous amène à un pilier essentiel de la prise en charge. Et sur ce point, les choses ont beaucoup changé. Grâce à des études françaises comme Urgence et APACAP, on sait maintenant que les soins de support intégrés de manière précoce ne sont pas juste un plus. C'est un standard de soins, un véritable pilier thérapeutique. Ça améliore la faisabilité et la tolérance des traitements, la qualité de vie et même la survie. Pour finir, un mot sur la surveillance après un traitement à visée curatif. Le protocole est clair, en suivi clinique, un dosage du CA19-9 et une TDM thoraco-abdominopelvienne sont recommandés tous les 3 mois pendant les 2 premières années, qui est la période où le risque de récidive est le plus élevé. Abonnez-vous pour plus de vidéos.